Quelqu'un peut me dire comment il fonctionne? Je vais m'en servir, sinon je vais parler simplement. Voilà, sans micro, donc je vais me présenter, je suis Daniel Carré, conseillère territoriale, membre du Parti communiste français. Et Nous n'entendons rien, on n'entend pas. ça marche pas? Non. Pas assez, bon. On va essayer. Pascal, Non. Je suis donc Viviane Carré, je suis membre du Parti communiste et je suis la suppléante de Dominique Bouty pour ces élections législatives. Et je suis conseillère territoriale depuis 2010. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Dominique parce qu'il va parler longuement. Mais par contre, je pourrais répondre à vos questions par la suite. Voilà. bien, alors, je vais dire un certain nombre de choses et ça ne va pas durer un quart d'heure ni 20 minutes. Pour la simple raison que on se connaît bien, ceux qui sont ici peuvent imaginer la joie de me retrouver ici, dans le centre culturel Laurent Casalo, pour des raisons historiques qui avaient été construites au siècle dernier avec cette salle que nous avions appelée salle François Truffaut. Alors, on est avec Viviane, candidat du Front de gauche, et comme le débat politique appelle la clarté et la transparence, je peux éventuellement dire un certain nombre de choses qui peuvent éventuellement gêner un certain nombre de personnes qui sont dans la salle. Si c'est le cas, ce n'est vraiment pas une attaque personnelle, c'est qu'il me semble que la situation de notre pays et de notre île, elle appelle plus que jamais des engagements fermes et des positions claires. Je le dis d'autant plus volontiers qu'avec les responsabilités qui sont les miennes maintenant, je suis mieux à même de voir comment fonctionne, j'allais dire en général, substantif généralisant, une certaine classe politique insulaire. On essaie généralement de passer entre les gouttes d'eau. On essaye de voir si ce que nous allons dire ou faire peut être gênant demain en fonction des prochaines élections. Comme dirait l'autre, on est souvent dans la posture, et en matière politique, la posture, qu'on le veuille ou non, elle cache des impostures. Lorsque j'entends, et j'imagine, pour bien les connaître, un certain nombre de candidats visiter les gens et les municipalités de notre circonscription, je voulais vous dire en toute humilité que ce soit moi dans la circonscription de Sartène, c'est la 56e réunion publique que je fais. Je ne rentre pas à 10 heures dans la mairie pour dire bonjour monsieur le maire, bonjour 3 conseillers municipaux, ça va, la météo n'est pas bonne, avez-vous besoin de quelque chose? Et à la fin, monsieur le maire, je vais faire combien de voix ici? Ce sont des attitudes du passé qui sont moyenâgeuses et qui ne sont pas du tout des attitudes citoyennes dont la Corse a bien sûr besoin. Je fais ces réunions publiques en parlant, et s'il y a lieu en parlant même beaucoup, pour expliquer un certain nombre de choses. Lesquelles? Je vais structurer mon propos sur la situation européenne et nationale, et bien sûr sur la situation de la Corse, parce qu'avec tout ce que j'entends sur la Corse, à partir des travaux de l'Assemblée de Corse,
Si j'étais sur le continent, je dirais je me passe. Et je ne suis pas sûr, je suis même persuadé du contraire, que vous n'avez pas les bonnes informations, et vous pouvez m'excuser à la limite, je veux dire, le temps professoral, en tant qu'ancien enseignant, parce que je suis persuadé que vous allez apprendre beaucoup de choses, qui sont autant d'arguments pour essayer dans la campagne électorale, si on le peut et si on le veut, d'aller parler en famille ou avec ce voisin pour rétablir un certain nombre de vérités. La première des choses, au plan national. Je lis, je vois, j'entends. Il y a bon nombre de candidats qui viennent vous parler de la Corse en long, en large et en travers, et il y a même après des gens qui posent des questions, s'il y a lieu, si on pouvait éventuellement couper le tourner en bas parce qu'il est accent hydrogène. Écoutez, lorsqu'on élit des gens, s'il y a lieu pour être parlementaire, député à l'Assemblée nationale, on va élire des gens qui vont parler des problèmes de la nation, et la nation pour nous c'est la France. C'est clair. Et on va contrôler ou non l'activité gouvernementale, en étant pour ou contre l'activité gouvernementale. Un parlementaire, c'est celui-là son travail. Est-ce à dire que le parlementaire ne va pas parler de la Corse? J'allais dire, et ça ne m'est pas du tout monté à la tête, lorsqu'on est président de l'Assemblée de Corse, on voit bien ce qui se passe à l'Assemblée de Corse. On est en capacité, après, d'expliquer ce qui se passe dans l'île, au Parlement, et d'expliquer ce qui peut se passer dans la circonscription. Être parlementaire ou être candidat à une élection législative, c'est à ne pas confondre avec une élection cantonale, avec une élection municipale, ou alors même avec une élection territoriale, parce qu'il y a des gens, j'allais dire cités précédemment, qui n'en finissent plus d'être déjà dans l'élection territoriale. Ils croient qu'elle va être en 2014, il va falloir attendre un peu, parce que si j'ai bien compris et si j'ai bien lu, elles vont avoir lieu en 2016. Ci sarà au terme. À chaque jour suffit sa peine, il y a le temps électoral et il y a le temps de l'action. Alors au plan national, personne ne sera surpris de m'entendre dire que nous avons voté Front de gauche et nous avons voté Mélenchon en constatant, et c'est une évidence, qu'il y a de gauche et que les camarades socialistes sont nettement au-dessus de nous sans aucune contestation possible. Et que nous avons milité, fait des réunions, travaillé pour qu'au deuxième tour, le maximum de voix de Mélenchon, 92%, aille sur Hollande. Et depuis que Sarkozy a été battu, on respire, l'air est plus serein. Et on respire pourquoi? Non pas parce que Sarkozy, il est allé au Fouquet's, non pas parce que Sarkozy s'est promené sur le yacht de Bolloré, non pas parce qu'il s'est marié avec un top modèle. On est content d'avoir battu Sarkozy sur son projet politique. En un mot et en synthétisant, quel était le projet politique de Sarkozy? Il était de détricoter d'une manière efficace, d'une manière méticuleuse, un grand moment de l'histoire de notre pays qui était les travaux du Conseil national de la résistance. Lorsque la France était exsangue, qu'elle sortait de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait reconstruire le pays. Il y a des gens, des responsables politiques, de toute opinion, qui ont commencé à travailler en lorgnant aussi vers les gens de conditions modestes. Avec Sarkozy, d'une manière très claire, on détricote la sécurité sociale, on détricote la retraite, on détricote
le service public, qui est, j'allais dire, presque la moelle épinière de ce que sont les valeurs républicaines. Et surtout en Corse. Lorsqu'on est originaire, et nous le savons bien, d'une île pauvre, et que l'on a un regard acéré sur la réalité insulaire, on a bien en tête ici le nombre de personnes qui, pour les familles, devaient devenir fonctionnaires pour essayer d'élever la famille. C'était l'époque où un fonctionnaire par famille pouvait nourrir un petit peu les siens, alors qu'aujourd'hui, avec le libéralisme que nous connaissons, deux fonctionnaires de conditions modestes et précaires n'arrivent plus à élever leur famille. On a donc battu Sarkozy, tous ensemble, au deuxième tour, et c'est une bonne chose, sur la nocivité de sa politique, qui en contrepoint donnait quoi? Et Dieu sait si ce n'est pas toujours facile de le faire comprendre. Moi, honnêtement, j'ai fait beaucoup de réunions, et il faut expliciter et taper là où ça fait mal. La politique de Sarkozy, à travers le bouclier fiscal, à travers les niches fiscales, en rapport étroit avec Merkel qui a la même politique. C'est la politique des riches, et lorsqu'il y a une politique des riches, en contrepartie, plus ils sont riches, plus ils en ont, et il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la précarité. En Corse comme ailleurs, et nous n'avons rien de spécifique à ce niveau. On peut même se le dire en langue corse, qu'on se le dise en langue corse ou en langue française, lorsqu'il y a des difficultés à la fin du mois, et Dieu sait s'il y en a, il y a des difficultés. Il faut donc expliquer patiemment à des gens qu'il faut lutter contre le fric, et Mélenchon a bien raison de dire qu'il faut mettre l'humain d'abord. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Je pense même qu'il y a des lignes qui bougent. Je le vois, moi, aux réunions que je fais. Il y a des gens qui ne sont pas de gauche qui viennent et qui sont en marche en train de rechercher. Je ne connais pas leur trajectoire politique et le positionnement qui va être leur dans 15 ou 20 jours. Mais il y a des gens qui sont sensibilisés à un certain nombre de problèmes. Et il faut d'autant plus les sensibiliser que par respect par rapport à ceux qui travaillent, lorsque l'on est sous le poids en permanence de TF1, en permanence d'Antenne 2, en permanence des experts qui peuplent notre pays, la trajectoire globalement de ces gens-là, à quelque chose près, est d'expliquer que la crise est profonde et qu'il faut que nous fassions tous des efforts pour juguler la crise. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, ne faites aucun effort pour la crise parce que vous n'y êtes pour rien. La crise, elle ne vient pas des gens qui sont ici. Il faut faire un petit peu de pédagogie et expliquer la nature de la crise. Mesdames, Messieurs, pour nous, la crise, c'est la crise du système capitaliste. Torna vignale con bello paesi, c'est ça, et ce n'est pas autre chose. C'est ça pourquoi? Parce qu'en matière économique, si on les écoute, ben, il n'y aurait rien à faire. Mais écoutez, c'est pas la peine de sortir de l'ENA. C'est pas la peine d'avoir fait HEC. Il y a des notions simples que nous devons avoir en tête. L'économie, c'est le capital, celui qui le détient, et à côté, les gens qui travaillent. Et ceux qui travaillent nourrissent le capital. Ceux qui travaillent sont parfois payés normalement, et ils sont parfois mal payés. L'exploitation de l'homme, c'est quelque chose qui existe aussi, même aujourd'hui, et
et qui permet peut-être à un patron de s'enrichir. L'an dernier, mesdames, messieurs, statistiques Eurostat, les dividendes, ce que ça leur a rapporté, se sont élevés en France pour les possédants. Les possédants, ce n'est pas l'entrepreneur du coin qui a un peu d'argent et qui lui part, il est sa rico, et qui croit que si la gauche arrive aux affaires, on va tout lui prendre. Ça n'a rien à voir. Ceux qui sont possédants, ce sont les plus grosses fortunes. L'an dernier, les dividendes ont rapporté dans notre beau pays de France, à ces gentils messieurs et dames, 298 milliards d'euros. Mi fermo, hein? 298 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont réinvesti dans les circuits économiques 125 à 130 milliards d'euros. Ils ne les ont pas forcément réinvestis en France, puisque, à l'heure de la mondialisation, il est préférable de les réinvestir en Roumanie, en Bulgarie ou au Maroc. Pour une raison très simple, c'est que là-bas, on embauche des gens qui sont sous-payés par rapport aux conditions de France. Parce qu'en France, depuis un siècle, il y a des gens qui se sont organisés, ne serait-ce que syndicalement, en essayant d'obtenir des conditions de vie acceptables pour nourrir leur famille. Mesdames, Messieurs, les 170 milliards restants, ils circulent à l'échelle de la planète et ils se posent là où ils peuvent faire encore plus de fric. La réalité, c'est celle-là. Et on ne nous expliquera pas le contraire. Et il ne faut pas les croire parce qu'ils vous enfument du matin au soir. Et ils ont fait des études, donc ils savent, et nous, en bas, on ne sait pas. Il y a donc des gens qui sont doués pour faire de la politique et de l'économie. Ils sont au demeurant imbus de leur personne et ils pensent le contraire de ce que nous pensons. Nous pensons que les gens d'en bas, ceux qui souffrent, ceux qui vivent des conditions sociales difficiles, sont en capacité, parce qu'ils sont intelligents, de comprendre et d'être auteurs de propositions pour sortir de cette situation-là et pour vivre à peu près décemment sans gagner des millions. C'est ça la réalité du pays. Et on entend l'autre soir, à la télévision, M. Lévy, patron de Publicis, qui va partir à la retraite et qui va toucher une bonne retraite. Je ne parle même pas du patron d'Air France, il n'y a qu'à lire ce matin. Le pauvre, ou disgraziato, il va partir, pour partir à la retraite, il touche 16 millions d'euros. Le reste, honnêtement, c'est périphérique. Sous Sarkozy, lorsque vous étiez actionnaire d'une boîte parce que vous aviez du fric, il y a de cela quelques années, que vous placiez votre argent, il vous rapportait 4%. Depuis quelques années, entre 21 et 25%. Et on nous explique que ce n'est pas une politique faite par les riches, c'est une politique qui est faite pour le peuple de France. Ça ne peut pas être une politique qui est faite par le peuple de France, d'où il paie des non-scats pour s'y poser une catène. Où tu es pour les uns en haut, ceux qui gagnent beaucoup, et ceux qui gagnent beaucoup, honnêtement, ils doivent vivre dans le monde de bisounours. Ils sont complètement coupés des réalités et des difficultés que des millions et des millions de gens ont en France comme en Europe. Lorsque les marchés financiers commandent, ça fait mal et ça fait mal en bas. C'est ça, malheureusement, la triste réalité. Ce qui se passe en France, se passe au niveau de l'Europe, puisque l'Europe est libérale. Et que le couple Sarkozy-Merkel était un couple infernal. Il était temps de casser cette histoire-là et de permettre, parce que le peuple de France
c'est quelque chose, parce que la France joue un rôle important en Europe, d'avoir des nouvelles propositions pour entraîner d'autres peuples vers d'autres destins. Et est-ce qu'il y a des gens qui se mettent en mouvement? Oui. J'imagine la vie qui est la vôtre, et en plus je la connais. La perception que vous pourriez avoir des choses. Mais lorsqu'on est regardant, après tout c'est mon métier, de voir ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en France, en Allemagne où Merkel a perdu les élections régionales, dans la région la plus importante de la Ruhr il y a 15 jours. En Italie, il y a des gens qui se mettent en mouvement et qui aspirent à un autre chemin pour faire de la politique. Et ils ont bien raison. Et nous, on est bien contents au Front de Gauche d'avoir mené cette campagne. Parce que Mélenchon a réussi à faire en sorte qu'il y ait des personnes qui viennent et qui s'intéressent à nouveau à la politique et qui se mettent en mouvement. Ce n'est pas neutre d'avoir tant de monde à Bastille. Ce n'est pas neutre d'avoir tant de monde à Toulouse. Ce n'est pas neutre d'avoir tant de monde à Marseille, et j'y étais. Il y a des gens qui cherchent parce qu'ils crient leur souffrance et ils crient leurs difficultés. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Écoutez, on va essayer ensemble de regarder dans le rétroviseur pour voir un peu pourquoi cette politique en est là et elle fait des dégâts. Écoutez, mesdames, messieurs, lorsqu'on vous avait invité pour Maastricht à voter, et à voter oui, la formation politique auquel nous appartenons avait appelé à voter non. On vous avait expliqué qu'il fallait faire l'euro monnaie stable, que la vie allait être moins chère, et qu'on allait vaincre le chômage avec une monnaie forte, un Tchekaved. Et quel est le résultat? On nous avait après intéressés à Schengen. Il était nécessaire d'ouvrir les frontières et de faire en sorte que les capitaux circulent, que les hommes circulent, et on allait avoir un développement économique. On vous avait expliqué aussi, il y a 3 ans, qu'il fallait voter pour le traité constitutionnel européen, pour faire l'Europe, comme si on était contre l'Europe. Qui est-ce qui peut être contre l'Europe? L'important, c'est quelle Europe? Pour quelle politique? Et en faveur de qui? Mais écoutez, mesdames, messieurs, la formation politique à laquelle j'appartiens avait appelé à voter non. Par rapport aux camarades socialistes qui sont dans la salle, il y a des camarades socialistes qui avaient aussi appelé à voter non. Et pas des moindres. Fabius, entre autres. Mais on avait gagné à 54,8%. Qu'a fait Sarkozy? Celui qui, il y a 20 jours, vous expliquait qu'il était nécessaire de passer par-delà les corps intermédiaires pour s'adresser au peuple. Mais le peuple de France avait voté. Mais il est allé à Versailles. Il a réuni l'Assemblée nationale et le Sénat. On a voté. Ils ont voté. Il faut 2 tiers des voix. Avec le 2 tiers de voix, il a foutu en l'air ce que le peuple de France avait voté. Il a mieux fait. Il est allé en Irlande, qui eux aussi avaient voté. Ils ont donné un peu. Ils ont fait revoter le peuple irlandais qui a revoté non. Qui a voté oui. Dans ces conditions-là, lorsqu'on voit les trajectoires européennes de ce niveau-là, on n'est pas surpris lorsque l'Europe sait les marchés financiers qui commandent d'en arriver à ce stade-là. Ils sont allés plus loin, les marchés financiers. Et je suis persuadé que ça vous a échappé. Lorsque le camarade de Papa Andréou, qui malheureusement a appliqué cette politique, a été obligé de partir, mesdames, messieurs, durant 4 mois en Grèce, il n'y a pas eu d'élection. On a voté en Grèce il y a 15 jours. Mesdames, messieurs, lorsque Berlusconi Bunga Bunga est obligé de partir, on n'a pas voté. Qu'est-ce qu'on fait? Que font les marchés financiers? Ils vont chercher des cadres qui généralement sont des libéraux de chez les libéraux qui viennent de la Commission de Bruxelles, Mario Monti, et qui dirige le pays. Mesdames, messieurs,
on est dans des vieilles terres européennes, où on commence, si on y prend garde, et faites attention au bulletin que vous mettez dans l'urne, à nous expliquer, en un mot, que c'est le fric qui commande et ce ne sont plus les peuples. Et il faut y faire d'autant plus attention. Pourquoi? Mais pour des raisons très simples. Il y a des fachos au Portugal. Il y a des fachos en Espagne. Marine Le Pen fait un bon résultat en France et en Corse, relayé par bon nombre de nationalistes en Corse. Quelle surprise! Il y a des gens de cette mouvance qui sont Sarko-compatibles et Le Pen-compatibles. Il y a en Allemagne des néo-nazis qui défilent en faisant cela. Le parti nazi fait 17% des voix aux Pays-Bas, 16,5% en Suisse. Ils sont forts en Autriche. Ils sont forts en Hongrie. Donc, si on n'y fait pas attention, il y a quand même des cheminements qui mènent à cet état de fait. Est-ce à dire qu'il faut confondre toutes les données? Non, on ne peut pas les confondre, mais en même temps, il faut être à l'écoute des gens. Il ne faut pas être comme un certain nombre de responsables politiques corses que je connais bien. Imbus de leur personne, nati imparati et di famiglia, poco passer la politique. Ah, c'est quand même pas les gens d'en bas qui vont quand même de temps en temps leur poser un certain nombre de questions. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut expliquer en bas de plus en plus que c'est ceux qui sont en bas qui font la politique. C'est pas ceux qui, selon des traditions bien comprises, de père en fils se transmettent le flambeau. Et il y en a sur tous les bancs politiques. Je répète, il y en a sur tous les bancs politiques. Chaque figura. Mais il faut essayer de travailler autrement et d'une manière qui serait une manière très citoyenne. C'est dans ce cadre-là que nous menons le combat. Autre chose qui me paraît important pour une partie plus importante, pour la clarté de l'engagement qui est le nôtre. On est à fond pour renverser Sarkozy et pour qu'Hollande soit président de la République. Est-ce à dire qu'entre les camarades socialistes et nous, on a exactement la même vision des choses? Non. Autrement, on serait dans la même organisation politique. Si on n'a pas la même... Est-ce que nous avons des choses en commun? In casa, bien sûr. Et elles sont nombreuses. Est-ce que nous avons un différent là qui est d'importance? Oui, lequel? C'est l'agressivité contre le fric, parce qu'il faut aller leur prendre pour satisfaire le besoin du plus grand nombre. C'est ça le dilemme et le dilemme important. Pourquoi? Nous avons peur de nous retrouver dans la situation d'avoir eu à souffrir d'une austérité de droite et on ne veut pas d'une autre austérité qui pourrait éventuellement venir si on ne va pas chercher là. Et on s'évertue à nous expliquer qu'on ne peut pas chercher de l'argent. La preuve, vous regardez la télévision, les exilés fiscaux, ils s'en vont en Belgique et ils s'en vont au bar du lac Léman. Ils vivent tous dans des HLM, c'est bien compris. Ça coûte. Et on explique que c'est compliqué. Et ils expliquent, eux, j'ai vu 2 émissions de télévision là-dessus, que, ben écoutez, si la gauche arrive aux affaires et si on leur prend tout, ah ben il vaut mieux s'expatrier. Parce qu'eux sont patriotes. Écoutez, je le dis volontiers à Sartène. Lorsqu'on regarde les plaques de nos rues, Mauriac disait à juste titre, dans les moments difficiles où le fascisme gagnait, seule la classe ouvrière est restée fidèle à la patrie. Et seuls les gens, généralement, d'essence modeste, se sont battus, en Corse comme ailleurs.
parce qu'ils étaient attachés à la lutte contre le fascisme et au péril de leur vie. Pas de leçon de patriotisme à recevoir de la part de gens qui ont toujours besoin des subsides de l'État, de la politique, pour faire encore plus et encore plus de fric. Mais la première solution, qui peut vous paraître aberrante, c'est ces gens-là qui sont là-bas et qui s'expatrient. Mais au nom de quoi on ne les déchoirait pas de la nationalité française? Et la solution que nous proposons, elle n'est pas bolchevique. C'est la solution de Roosevelt en 1932, au lendemain de la grande crise économique de 1929, lorsque commençait la politique qu'on appelait du New Deal. Il faut les faire payer ce qu'ils doivent en Suisse parce qu'ils y habitent. Et puis après, leur prendre le différentiel en francs. Mesdames, Messieurs, on a l'administration fiscale la meilleure du monde. Et on ne peut pas leur prendre l'argent. Mais il n'y a qu'à regarder notre presse. Des fois, il y a des enchères. Et il y a des gens de conditions modestes qui sont engagés d'une manière peut-être un peu hasardeuse. L'État, qu'est-ce qu'il fait? Il met aux enchères et il reprend une partie pour se payer. Ce qu'on peut faire sur les pauvres gens, on ne peut pas les faire sur les gens friqués. On nous en fume. Sineri didino. Et il ne faut pas se laisser mêler là-dedans. Il y a moyen de prendre. Et de quoi faire? Eh bien, de répartir à peu près équitablement. Pourquoi? Parce qu'en dépit de ce que pense la grande majorité de la classe politique corse, la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt collectif. Et faire de la politique, c'est s'occuper du plus grand nombre, du sort des plus grands nombres. Et en particulier, pour nous, gens de gauche, de s'occuper des gens qui sont d'origine modeste. C'est ça la trajectoire qui est là. Et moi, je pense honnêtement, et je le dis ouvertement, plus il y a de députés socialistes élus, mieux ça vaut. Pourquoi? La droite et l'extrême droite essayent de faire des élections législatives le troisième tour des présidentielles, pour aller vers une cohabitation qui serait une véritable catastrophe pour les affaires du pays. Mais en même temps et qualitativement, il serait important qu'il y ait beaucoup d'élus du front de gauche, pour qu'en même temps il y ait des camarades socialistes élus et des camarades ou des amis du front de gauche élus pour se regrouper ensemble, non pas seulement sur le programme d'Hollande, nous ne pensons pas qu'il nous permette de sortir de la crise, pour prendre aussi au prorata de notre influence politique une partie de notre programme pour arrimer la France vers d'autres chemins, vers d'autres lendemains. C'est ça la bataille des législatives. Et je regrette, pour savoir ce que disent d'autres candidats, que l'on va parler à des gens pour parler de choses qui n'intéressent pas fondamentalement ce qu'est une élection nationale. On est dans le cadre d'une élection nationale, on n'est pas dans le cadre d'une élection locale. Et il faut demander aux candidats, quels qu'ils soient, ceux qui vont être élus, ils vont siéger où? Dans quel groupe? Pourquoi faire? Ceux qui demain peuvent être éventuellement élus ou qu'ils aspirent à l'être, et qui vont peut-être être inscrits au groupe des non-inscrits. Si tu es au groupe des non-inscrits, quand tu sais ce qu'est l'Assemblée nationale. Et on va te donner la parole tutti 15 ore pour que tu parles de la Corse. Oimè ad oimane. C'è davanti passe do balcone. On prend les gens pour des idiots. On raconte des histoires aux gens. Et plus que jamais, les gens, dans ce moment historique que nous vivons, ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Voilà ce que je voulais vous dire, en m'excusant d'avoir été un peu long, sur la situation nationale. Sur la situation de la Corse, je voudrais dire un certain nombre de choses en étant sûr que vous allez en découvrir. Première considération, mesdames, messieurs, la droite qui a perdu le pouvoir, et je respecte les gens de droite et leur engagement,
Ils ont leurs idées, ils y croient. Ils ont dirigé la région Corse durant 27 ans, je pense d'une manière honnête, en étant sûr que leur solution était la bonne pour la Corse. Le peuple a tranché et nous a mis aux affaires. 24 sur 51. Mesdames, Messieurs, la politique de l'Assemblée de Corse n'est pas la politique du Front de gauche. Pour une raison très simple, il y a 4 composantes à gauche. On se respecte, chacun défend son identité et on essaye de trouver l'ancrage commun pour essayer le plus possible de voter à 24 contre le reste du monde. Premier constat, la droite est étonnamment absente des débats de l'Assemblée de Corse. Il y a des heures et des soirées où il n'y a pas un élu de droite présent dans l'hémicycle. Lorsqu'ils viennent se promener dans les rues, faire des réunions et parler de démocratie, ou je peux vous dire. La moindre des choses, lorsqu'on est un groupe de 12, c'est au moins de trouver 2 ou 3 collègues, parce qu'on peut ne pas être toujours présent, pour venir assister, lever la main ou prendre position sur des débats et des débats importants. Conséquence politique de cet état de fait, cette absence, elle est dommageable pour la démocratie, parce que dans un hémicycle, dans une assemblée, il est normal qu'il y ait des débats, pour essayer après de trouver les voies et les moyens, si c'est possible, de trouver des axes communs. Mais, comme la nature a horreur du vide, et qu'ils ne sont pas là, les nationalistes, et une formation en particulier, n'en finissent plus de lever la main pour parler. Et on parle, et on parle, et on parle, et les éoliennes sont en marche. Les éoliennes sont en marche et on nous dit, et on me dit, Monsieur le Président, ce que vous faites, vous ne faites que des feuilles de route, qui sont des feuilles qui volent au vent, qui sont des feuilles d'automne, qui deviendront des feuilles mortes, qui sont des feuilles de carnaval, qui sont des feuilles de printemps. Et vendredi dernier, dans l'hebdo, une responsable importante de l'UMP a dit exactement la même chose. Mais je vais essayer de vous démontrer en toute honnêteté, et je n'ai pas la prétention que la gauche règle toutes les affaires à l'Assemblée de Corse. Ce ne serait pas juste de le dire, ce serait malhonnête intellectuellement et partant politiquement. Mais quand même, dire qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas changé à l'Assemblée de Corse, c'è da rampassi do balcone. Premier cas de figure, et qui pose problème, le littoral corse. Mesdames, Messieurs, moi, je sais ce que j'ai dit durant la campagne électorale des territoriales. En un mot, c'est simple, il n'y a plus personne de condition modeste, n'en parlons même pas, de couche moyenne, qui peut s'acheter 2000 mètres carrés, se faire une villa en bord de mer, c'est réservé à des gens riches. Si on continue de cette manière-là, ça donne de l'eau au moulin de qui vous savez. Et ça permet, lorsqu'on regarde les choses sérieusement, de comprendre le cheminement des dossiers. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on ouvre le littoral d'une manière inconsidérée, la municipalité doit amener l'eau, la route, l'électricité, le téléphone, l'assainissement et maintenant la DSL. Lorsqu'on fait le compte de tout ce que cela coûte aux contribuables locaux, lorsque l'on regarde d'une manière sérieuse et attentive, par-delà la magie du verbe ou le lyrisme des propos, ce qui rentre dans les caisses de la commune, pour ceux qui se sont installés,
Mesdames, Messieurs, le différentiel est en défaveur des communes. Et ça pose d'énormes problèmes financiers dans des communes qui commencent à devenir exsangues parce qu'il y a raréfaction des crédits européens et qu'avec Sarkozy, il y avait gel des dotations d'État. Réfléchir à ce problème me permet de vous dire la cohérence de certains propos, tu serais à rire. Parce que ceux qui ont ces belles villas, au demeurant souvent ils ont de belles femmes, ils ont de beaux enfants, qui travaillent bien à l'école, qui font des études, tant mieux pour eux, on ne leur en veut pas. Tant mieux pour eux, et tant mieux. Ils ont travaillé, ils travaillent sérieusement, ils méritent de gagner leur vie. Mais qu'on tombe, il faut quand même essayer de faire un peu la part des choses. Il peut même leur arriver de louer leur villa durant 4 ou 5 mois, vous savez. Et avec l'argent qu'ils touchent, rembourser l'emprunt et de venir passer le mois d'août. Au mois d'août, il peut même avoir des Corses pur porc qui descendent leur chanter une polyphonie et à la demande, ils peuvent même chanter la boudeuse. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Mais parce que ce type de développement échappe complètement à la Corse. Qu'avons-nous fait à l'Assemblée de Corse dans la majorité? Ben, on a fait ce qu'on appelle des assises du foncier et du littoral. On est même venu ici, comme on a fait le tour de la Corse. Et pourquoi du foncier et du logement? Pourquoi du logement? Parce que, mesdames, messieurs, la dernière étude de la Direction régionale d'équipement d'il y a 5 ans montre que la Corse a besoin de créer 8500 logements sociaux. On en crée péniblement 350 à 400 par an, et que lorsque nous sommes arrivés aux affaires, la modique subvention d'État qui venait à l'Assemblée de Corse pour répartir les aides au logement, pour un tiers durant 2 ans, elle est retournée à Paris pour non-utilisation. Elle était modique, elle était de 7 millions d'euros. On essaie de se battre pour récupérer notre argent chez mezzo. Mais on a mieux fait. Mesdames, Messieurs, on a multiplié, lors du dernier budget, le logement social en Corse au niveau financier par 4. Il n'y a aucune région de France qui a fait ça. Honnêtement, ça mérite un certain nombre d'explications dans les médias. Mesdames, Messieurs, on a changé le règlement d'aide aux communes si elles veulent faire du HLM. Les conditions qui ont prévalu durant 15 ans ont été jugées par nous obsolètes. Et s'il y a des municipalités qui veulent faire du logement social, elles ont de meilleures conditions financières. Ça doit être une feuille au vent. À moins que ce soit à Boudiala Toultille. Allez plus loin, mesdames, messieurs. On a créé un établissement public foncier qui est sous strumento, oui. C'est un truc qui est présidé par un membre du conseil exécutif qui est doté de 30 millions d'euros et qui fait qu'une municipalité qui elle-même a des difficultés pour acheter 10 000 mètres carrés et faire du HLM. Elle plonge dans les 30 millions d'euros pour que l'opération soit moins chère. Pour les finances communales et pour les loyers de ceux qui vont y habiter. C'est une feuille de printemps, ça fait. Mesdames, Messieurs, on est allé plus loin. On a créé une agence régionale du développement local et d'urbanisme. Si demain nos petites municipalités qui n'ont pas des moyens d'ingénierie, des moyens techniques, elles peuvent aller à la région, le personnel qui peuple l'agence d'urbanisme peut aider la municipalité à monter les dossiers s'il y a lieu d'irrigare. C'est une feuille d'automne. L'agence régionale d'urbanisme peut aider les municipalités à élaborer des documents d'urbanisme. Qu'est-ce qu'un document d'urbanisme?
c'est le PLU. Qu'est-ce qu'un PLU? On va prendre l'exemple de communes importantes, qui auraient la superficie, disons, de cette salle. Le conseil municipal fait un PLU et dit le terrain qui est ici et qui appartient à José, celui-là il est constructible. Le terrain qui est là, qui appartient à Jean-Pierre, le conseil municipal dit il n'est pas constructible. Le terrain qui est là-bas et qui est à Pierre, pour la haute il est agricole. Le terrain qui est ici, qui appartient à Marie, il est espace vert. C'est ça la confection du PLU. Vous avez bien compris que la confection du PLU génère des problèmes, et des problèmes liés à ça d'une manière évidente. C'est pour cette raison que des voitures d'élus sautent, que des maisons d'élus sont plastiquées et que des élus sont morts pour ça. Mais avant de faire un PLU, c'est-à-dire la codification de chaque parcelle de terrain, qui est problématique, je viens de l'énoncer. Il faut que la municipalité, dans la concertation, à certaines, vous avez assisté à toutes les concertations possibles et imaginables, Mancourt, elle fait un plan d'aménagement et de développement durable. À savoir, le conseil municipal se réunit et décide que sa commune a une vocation agricole. Si c'est le cas, on va retrouver dans le PLU des zones agricoles. La commune décide qu'il y a une vocation à développer l'artisanat. Il faut une zone artisanale. Et la commune situe dans le PLU la zone artisanale. La commune décide qu'il faut un développement touristique. Mais il y a des zones qui sont touristiques. La municipalité sait, mesdames, messieurs, la municipalité sait que si elle met la zone touristique, elle est en possibilité, financièrement et techniquement, d'amener les équipements structurants, c'est-à-dire l'eau, la route, l'électricité, etc., etc. Que se passe-t-il? Vous le lisez comme moi, sur 22 PLU l'année dernière, adoptés en Corse, parce qu'il y a eu des appels devant un tribunal administratif, 11 PLU en l'air, dont celui de Saint-Pierre. Qu'avons-nous fait, nous, à l'Assemblée de Corse? Mesdames, Messieurs, nous sommes la seule région de France à faire un plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et que lo strumento che si chiama le PADUC. Ce n'est pas rien. C'est d'une importance capitale pour l'avenir de la Corse. Et c'est en rupture totale avec ce qui se faisait avant. Ce qui se faisait avant, c'était, on va faire un PADUC, le président du conseil exécutif l'avait enlevé en séance publique, à faire un PADUC qui dit quoi? Vive le développement du littoral, vive le tourisme. À partir de quelle base? D'une base très simple. Je prends la loi montagne qui existe et qui a été votée par le Parlement, je descends la loi montagne en bord de mer. Pourquoi? Parce qu'elle est moins restrictive que la loi littoral. Alors, mesdames, messieurs, on fait du vent, nous, soi-disant. Eh bien, on a fait ceci. On a vu Fillon. On lui a demandé ses propositions et son projet de loi. Il est venu à l'Assemblée de Corse. On a discuté une demi-journée. On a rectifié. On a amendé. On l'a fait amender à l'unanimité de l'Assemblée de Corse. On a reçu les sénateurs et le rapporteur de la loi au Sénat. On a reçu les parlementaires de l'Assemblée nationale. Le débat a eu lieu au Sénat. Nos propositions ont été adoptées à l'unanimité par le Sénat. C'est allé à l'Assemblée nationale, on l'a fait adopter à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ce sont des feuilles mortes. Connaissant le contexte politique, connaissant la sensibilité qui est la nôtre et en particulier la mienne,
de faire monter au niveau du Parlement de notre pays et de le faire adopter à l'unanimité. C'est une chose qui est excessivement importante et, question subsidiaire et importante, qu'est-ce qu'il y a dans le plan que nous avons fait adopter à l'unanimité? 1. L'application stricte de la loi littorale. 2. La prise en compte du Grenelle de l'environnement. Et 3. Étage très important pour tous les élus de Corse, y compris les maires et les conseillers municipaux. La loi s'applique maintenant. Pourquoi? Si demain des municipalités ne font pas des documents d'urbanisme, j'ai lu chez nous, ici, il y a un mois, monsieur le maire dire je suis contre le PLU et je suis contre le PADU. Un maire est obligé d'appliquer la loi. La loi qui prévaut maintenant sur le littoral corse, c'est le PADUC, pensé par l'Assemblée de Corse et adopté à l'unanimité. Ce qui verrà Satelle e verrà a Porto Vecchio, a Bonifacio, a Centuri, a Saint-Florent. Non si ne peut sortir. Et il y a là les conditions de travailler autrement. Troisièmement, l'Assemblée de Corse, elle va faire une carte. Pas de ce qui se passe à Billy. Une carte du littoral corse, en donnant les grands enjeux. Et la carte, elle va permettre de dire, ça c'est un espace vert, ou ça c'est un espace agricole. Il y a donc intérêt aux municipalités, en application stricte de la loi, de se dépêcher à faire des documents d'urbanisme pour que, entre les grands objectifs définis par la région, le conseil municipal soit lui-même à même de déterminer sur son sol, et c'est normal, ce qu'il faut. Mesdames, Messieurs, on va commencer dans toute la Corse, à l'inverse de ce qui se faisait avant, pour faire vivre la démocratie et la collaboration d'un programme, des réunions de travail. Mesdames, Messieurs, allez aux réunions, allez écouter, prenez la parole et dites ce dont nous avons besoin. Pour enrayer quoi? Ben, la spirale du tourisme qui va nous sortir d'affaires avec des idées saugrenues tendant à nous dire depuis maintenant 30 ans. Laissez développer le bord de mer et puis après le tourisme va monter dans la montagne. Atteins pas maman et atteins pas papa parce que ce n'est pas. Si on n'y va pas, si on n'y va pas dans ces conditions-là, participer à l'élaboration des débats, on risque d'avoir des surprises désagréables. Deuxième étage de la fusée, où soi-disant on ferait des feuilles et des garnières. Mesdames, Messieurs, les problèmes énergétiques de la Corse. On a vécu ici ou pas loin, il y a quelques années, le fait qu'on est resté 8 jours sans électricité. C'est bien la droite qui est au pouvoir. Hein. Elle n'était pas au pouvoir depuis 1 an ou 2. Ça faisait 20 ans qu'elle dirigeait la région. Si on reste sans électricité, on a des compétences à la région de Corse en matière d'énergie. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais le dire, et d'une manière sérieuse et responsable. On a avancé sur les problèmes du Galci. Qui est au Galci? C'est du gaz que l'on prend en Algérie, qui va longer la Sardaigne et qui va monter en Italie. On se branche pour avoir du gaz. C'est moins polluant et c'est moins cher. Lorsqu'on a fait la proposition avec Paul-Antoine Lucian en 1992 de cela, mesdames, messieurs, il y a un éclat de rire général sur les bancs de l'Assemblée. On est habitué. Mais cette fois-ci, c'était un petit peu plus grave, me semble-t-il, à moins d'erreur de ma part. Il y avait l'idée de come si può imparare qualcosa ai sapienti, i tsuki qui parlent. Ah. C'est plutôt gênant, pour ne pas dire attentatoire à la dignité des hommes.
en toute honnêteté, elle n'est pas née dans notre temps. Elle est née de la réunion des syndicalistes que nous connaissons bien à EDF, Corse, qui nous ont proposé une journée de travail avec les syndicalistes d'EDF Italie, à Bonifacio. Mais les copains italiens nous ont expliqué que le gouvernement italien allait commencer à discuter avec les Algériens pour monter le gaz de cette manière. Ou autrement, ils étaient obligés de faire venir du gaz de Russie. Il fallait traverser l'Europe et c'était plus compliqué. Mesdames, Messieurs, si on n'a pas réussi à concrétiser, dès que nous sommes arrivés aux affaires, la problématique du gaz algérien, c'est pour une raison très simple. Il n'y a que quelques esprits écervelés qui ne peuvent pas le comprendre. La situation géopolitique a changé en Méditerranée et personne ne pouvait prévoir la naissance des printemps arabes. Et chacun sait ici, s'il est un petit peu regardant, pour être honnête et clair, que l'ancien gouvernement de notre pays avait de mauvaises relations avec le gouvernement algérien. Pourquoi? Parce que pour un certain nombre de personnes en France, la guerre d'Algérie n'est pas encore finie. Ça dépasse la coupure du tournant en bande et les chapeaux bas. C'est ça le débat des élections législatives en particulier. Parler des réels problèmes pour en parler au niveau de la nation. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a continué quand même. Vous savez ce qu'on a fait? On a travaillé pour que on sache où le tuyau va passer. Le tuyau qui va venir de Sardaigne ne va pas sortir à Palomba où il n'y a que des HLM. Non, ne vous inquiétez pas. Non, Madame Carazotte en Palomba. Il va sortir un peu plus haut, à Dagoudam-Bastille. Et il va descendre tout le long ici pour aller jusqu'à Ajaccio. Entre-temps, c'est pas facile. On a fait venir Prolio. Prolio a dit, entre-temps, on va trouver autre chose. Ils nous ont promis, et on a avancé, pour avoir des moteurs bi. J'imagine, lorsqu'on dit encore ce matin, et que l'on prend connaissance de ce qu'est un moteur bi, on va à la page rubrique et décès, pas vers une salamortoline que j'aille faire ma visite de deuil. Parce qu'on le fait exprès, en permanence, pour ne pas créer les conditions que les gens comprennent des problèmes simples. C'est quoi le moteur bi? C'est le moteur qui va pouvoir recevoir du gaz lorsqu'il arrive. Entre-temps, il peut recevoir du fioul. On a réglé le problème, il y aura du fioul léger. C'est une feuille morte. Je pense à ceux qui, à longueur de journée, à Ajaccio, comme par hasard, et pas à Bastia, mettaient des affiches où on voyait une tête de mort, MORT, de tibia, et en dessous, Vadio égale cancer, a enamora tutto Luganka. C'est marrant. Nayaccio Zigo, ma Luciana. Écoutez, on ne peut pas dire qu'on entend beaucoup de récriminations maintenant parce qu'on a avancé. La preuve, on a commencé à construire la centrale de Luciana et on est en train de régler les problèmes sous l'autorité de l'État, de créer les conditions pour construire la centrale à Basse-Village. Et pour créer les conditions pour qu'on n'ait plus d'arrêt d'électricité comme nous l'avons connu lorsque la droite était aux affaires. Ils sapienti qui sapiennent tout et qui règlent tout. Régler ces problèmes-là d'énergie de la Corse, honnêtement, ça ne peut pas être une feuille au vent. Troisième problème qu'on est en train de régler, et Dieu sait s'il est compliqué, primordial pour la Corse, politique des transports. Je vais expliquer le plus brièvement possible
ce qu'est l'idée de la continuité territoriale du service public et quand c'est qu'elle est née. L'honnêteté commande de dire qu'elle est née sous Giscard avec un ministre qui s'appelait Joël Le Tel. Il y avait eu des mouvements revendicatifs importants encore dans les années 70-75 qui insistaient sur le fait qu'il y avait inégalité de traitement pour un Corse, pour venir ou pour partir. Prenons un exemple simple. Si un jeune de Bilsese avait réussi à partir sur le continent, Dieu sait si nous avons connu ça, et travailler dans le métro, et qu'il rencontrait un Breton qui lui aussi travaillait dans le métro. Si le Breton reçoit un télégramme de sa famille, maman est morte, il prend le train, 1h30 après, il est à Brest. Si le jeune Nicolas de Bilsese reçoit 20 jours après un télégramme, maman est morte. Normalement, il prend le train, il arrive à Saint-Charles. Il prend le bus, il arrive à la Joliette. De la Joliette, il arrive à Ajaccio, pas forcément toujours approprié. Il prend Hollandine, et j'ai connu ça, je vois ma famille de Billy, connu des gens qui, de certaines à Billy, venaient à l'enterrement des leurs en cabriolet. Le jeune originaire de notre village, il ne pouvait pas quoi faire. Prendre le train et le bateau, il prenait l'avion. Lorsqu'il revenait 8 jours après à Paris, qu'il rencontrait le copain breton, que le breton lui disait « Mais pour enterrer ta mère, ça t'a coûté combien ?» Et que le Corse disait « Et toi, pour enterrer la tienne, ça t'a coûté combien ?» Le différentiel était en défaveur du Corse. Or, mesdames, messieurs, la République, c'est liberté, égalité, fraternité. De cesse, il y a de la fraternité à reconquérir, surtout en Corse, mais l'égalité du traitement devant la loi, c'est ça. Qu'a fait le pouvoir à l'époque? Il a fait une chose simple, il a donné une subvention. Elle est minime, 190 millions. Mesdames, messieurs, 190 millions. Tous les ans. Qui ne sont pas, comme croient certains groupes à l'Assemblée de Corse, l'argent de la Corse. C'est l'argent de la solidarité nationale des impôts que payent tous les Français. Pourquoi? Pour régler le problème du handicap de la Corse. À partir de quels critères? Du prix du kilomètre chemin de fer. Quel objectif? Le Corse qui enterre sa maman en Corse, il doit bénéficier d'un tarif acceptable. Et le Corse qui habite n'importe où, qui va se soigner à Marseille, à la Timone, il doit pouvoir partir d'une manière aussi acceptable par le biais de cet argent-là. Mieux, deuxième idée, qui n'est vraiment plus d'actualité, avec la droite aux affaires. On devrait retrouver le montant de ces subventions dans le panier de la ménagère. Avec des réflexions de TVA accordées pour que la vie soit moins chère que nous. Voilà quels étaient les fondements essentiels de la continuité territoriale du service public. Mais mesdames, messieurs, la droite est aux affaires, regardez où on en est, ça n'a jamais coûté aussi cher. Pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher et pourquoi on en arrive là? Pour appeler un chat, mais à cause des politiques libérales. Qui contiennent quoi? L'idée de concurrence et concurrence à tout prix, et de compétitivité à tout prix, sur des terres exemples. La concurrence fait que, premier voyage de Sarkozy mis de l'intérieur, de venir dire à l'Assemblée de Corse, qu'est-ce que c'est cette région où il n'y a pas les low-cost qui viennent? Mettez-moi tout ça en concurrence. L'honnêteté commande de dire, un seul élu de droite n'a pas accepté cela, elle l'a dit publiquement, tonicide. Maire de Corté et prison d'Ortie des Transports. Après, il s'est couché atteint par la solidarité gouvernementale. Ça donne quoi? Ça donne le résultat suivant. En matière aérienne, si vous voulez venir, vous pouvez depuis Paris prendre EasyJet et Ryanair, qui coûtent théoriquement moins cher, qui sont subventionnés par les collectivités, mais il y a un hic,
c'est qu'elles sont basées en Irlande et ne payent aucune imposition sociale, aucune imposition fiscale en France. Alors qu'Air France paye, alors qu'Air Corsica paye. Ben, il n'y a plus de concurrence, elle est faussée. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, EasyJet et Ryanair prennent les parts de marché Air France, et Air France met les gens au chômage. Est-ce que ça s'est passé? Ça va venir. C'est la même chose pour le maritime. On a connu le temps de la SNCM, organisme d'État, compagnie d'État dirigée par l'État. Je m'honore, seul, au nom du groupe, de ne pas avoir voté la destruction du monopole. Tous les groupes de l'Assemblée ont voté la disparition du monopole pour que la concurrence joue. On allait se déplacer plus facilement et à des prix modiques. Oui, Corsica Ferry. Patron, directeur, Corse, patron, Corse. Le seul nom que je prononce. Monsieur L'Hôte, Bastier, Purport, vivant à Genève dans un paradis fiscal. Et à l'Assemblée de Corse, tous ensemble, tous ensemble, qui tous ensemble? On peut pas être ensemble avec Monsieur L'Hôte. Entre quelqu'un qui habite à Aubagne et qui souffre les 1000 morts, et Monsieur L'Hôte qui, avec les subventions publiques, vit à Genève dans un paradis fiscal, la barrière, elle n'est pas d'origine ethnique en Corse, elle est d'origine financière comme ailleurs. Mesdames, Messieurs, la Corsica Ferry, pavillon italien, embauchant des Biélorusses et des Slaves, payés comme dans leur pays d'origine. Ça donne quoi? Première vague de licenciement, il y a 4 ans, 800 personnes en moins à la SNCM. Mesdames, Messieurs, ça arrive à nouveau. Ils font grève. Et c'est embêtant, oui. Je vais même dire, ce qui est emmerdant, bien sûr. Est-ce que nous sommes pris en otage? Bien sûr. Mais comment on fait? Il y a 800 Corses qui travaillent sur la SNCM. J'en connais beaucoup. Je les reçois souvent. 40 ans, mariés, femme à la maison, élevant des enfants, ayant construit la villa. Ah, Faro, Mastéligacho à Saint-Florent, on va perdre le travail. On ne peut pas l'amener. Au nom du fric. Au nom de la concurrence. Contre le service public. Maintenant, c'est le service public, hein, avec le libéralisme. Moi, je suis public. Moi, il y a une première, mesdames, messieurs. On a supprimé en Corse en 3 ans 1000 emplois de fonctionnaires. Je renvoie à mon propos initial sur le fonctionnaire corse et sur le poids de la fonction publique en Corse. Dans ces conditions-là, on essaie de travailler. Ce qu'on a fait, c'est une feuille au vent. Tchadaril. On a négocié avec Air France, mesdames, messieurs. Air France explose au plan national, n'est plus coté en bourse, vous lisez les dernières nouvelles. Pour qu'Air France reste en Corse, on donne 11 millions d'euros en plus à la compagnie nationale. On est obligé d'augmenter le billet sur Paris de 17 euros. Parce que, mesdames, messieurs, il ne vous a pas échappé. La SNCF fait partie de Corse. Mesdames, messieurs, Air France partait de Corse. Mesdames, messieurs, à l'heure où je vous parle, Veolia, monopole SNCM foutu en l'air, De Villepin vendu à Veolia, la Guémougor, Veolia qui s'occupait des transports. Mesdames, messieurs, Veolia s'en va de Corse. Les candidats qui viennent vous voir, il faudrait qu'ils soient sérieux et responsables. Et vous parlez d'un réel problème d'emploi. Ça, c'est une problématique importante. Au nom de quoi? Au nom du fait que, sur une partie du territoire français, les grandes entreprises de notre pays, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, elles doivent structurer l'aménagement du territoire. Que si elles s'en vont, eh bien réfléchissez. Et réfléchissez lorsque vous mettez un bulletin en main. Pour ce qui va se dire à Paris, pour celui que vous allez élire, pour ceux qui vont être élus.
et en particulier pour ceux qui ont été la cause de cet état de fait, pour prendre en compte les véritables intérêts populaires, et non pas de quelques-uns. Vous savez ce qu'avait fait la droite, ça vous a échappé. Il y a quelques années à l'Assemblée de Corse. Elle a institué l'aide sociale sur les transports. Et lorsque le peuple corse a lu l'aide sociale, il a cru que l'aide sociale c'était comme lorsqu'une personne âgée va voir une assistante sociale pour que le département donne une aide sociale. Ça n'avait rien à voir avec ça. Le touriste belge, et nous n'avons rien contre les Belges, mais vous allez, qui descend à Toulon et qui prend la Corsica Ferry, il ne le sait pas, mais il bénéficie d'une ristourne payée par l'Assemblée. Comment ça se passe? Et au bout de l'année, tous les 6 mois, la Corsica Ferry prend la liste des passagers transportés, sur leurs critères bien établis, envoie la note à l'Assemblée de Corse. Et peu à peu, la continuité territoriale, elle a été dévoyée de son contenu. Parce que dès qu'il y a un problème, ce sont les socio-professionnels qui montent au créneau. Vous savez ce qu'on a fait? C'est une feuille au vent. On a supprimé l'aide sociale, il y a un mois, qui va nous permettre de gagner des millions d'euros qui allaient dans des caisses et dans des paradis fiscaux. Et on va instituer un véritable régime d'aide sociale pour qui? Ben pour la personne âgée qui veut partir de Corse, ou pour l'étudiant qui est à Nice, à Marseille, à Paris, à Montpellier, pour qu'il puisse rentrer à des prix modiques. C'est une feuille de printemps, ça, Farid. Ça suffit. Voilà, on essaie d'avancer. Avec la problématique politique que je vous ai énoncée, de ceux qui s'en vont. C'est bien le legs de la droite. Ils étaient aux affaires durant des années, et aux affaires à Paris jusqu'à 21 jours. C'est exactement ce que j'ai dit à M. Guéant. Qu'est-ce que vous faites au-delà des problèmes financiers, sur ces problèmes d'essence politique, sur la structuration de l'aménagement du territoire par les grandes entreprises de notre pays? Je prends note, oui, d'accord. J'avais au résultat. Mesdames, Messieurs, il y a des feuilles de mal à l'Assemblée de Corse. S'est battu durant des années pour irriguer un certain nombre d'hectares de terre, ce n'était pas possible. Nous sommes revenus aux affaires, je passe sur les péréquations locales, on finance 800 hectares de terre à irriguer pour qu'il y ait des jeunes agriculteurs qui puissent travailler. Pour une raison très simple, laquelle, mais même au cœur de l'été, ce serait bien de ne plus recevoir des tomates d'Espagne et les melons de Cavaillon. On pourrait peut-être nous aussi en produire. Et essayer de cette manière-là montrer quoi? À travers le PADUC et le contenu des discours du PADUC, qu'il faut créer les voies et les moyens de ne pas vivre avec l'hibernation totale l'hiver et tout ce qui se passe durant 2 ou 3 mois de l'été. Essayer de travailler à construire peu à peu un appareil productif, surtout en fonction du monde agricole. Mesdames, Messieurs, la part de l'agriculture corse dans la richesse de la Corse, dans son produit intérieur brut, est de 1,3%. Mesdames, Messieurs, c'est une feuille de vent que d'aider les étudiants corses qui vont accorter pour bouffer, parce qu'il y en a beaucoup qui vont bouffer au Resto du Cœur à midi. Mesdames, Messieurs, c'est une feuille d'automne d'aider des étudiants corses à payer leur loyer à Corté, parce qu'il y a des cortenaires qui gagnent bien leur vie en faisant des loyers démentiels, des positifs. Mesdames, Messieurs, c'est une feuille d'automne que de réfléchir sur la langue corse, pas comme vous croyez que vous l'avez lu, que l'Assemblée a voté la co-officialité de la langue corse. Mais Michael Rebocci, on a demandé, on a voté la co-officialité. C'est pas pareil. C'est pas pareil entre officialité et co-officialité. L'officialité veut dire le corse, rien que le corse, tout le corse. Ce qui est à côté de français,
Il faut peut-être aller de même vers la corcisation des emplois. La co-officialité, c'est les deux langues, ensemble. Pourquoi? Parce que l'honnêteté, comme on veut dire, que la droite avait mis au pied un plan d'enseignement dans la langue corse, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. 5 années de travail, l'examen critique montre que malgré ces efforts-là, la langue corse tombe. Il faut donc, puisque le Parlement de notre pays a voté que soit inscrit dans la Constitution que les langues régionales font partie du patrimoine national. Si notre langue, comme d'autres, font partie du patrimoine national, il faut la développer. Pour la développer, il faut créer les voies et les moyens de quoi faire. Mais de trouver pour essayer de voir comment on peut faire. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir à changer de constitution? Peut-être, on verra. J'ajoute que dans cette réflexion qui se mène, où il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent que le règlement du problème de la Corse, c'est l'autonomie tout de suite dopo domani, ou autrement on ne s'en sort plus, oimè ad oimè. Ces problèmes-là, on peut les étudier en y prenant du temps pour pousser plus loin la décentralisation, à une seule condition. Lorsqu'on travaille, qu'on regarde les résultats, qu'on connaît les chiffres, les problématiques et les perspectives. Mesdames, Messieurs, on a eu un statut en 82, un statut en 92, un statut en 2002, toujours grâce à la gauche. Lorsqu'on regarde sérieusement les compétences qui nous ont été transférées pour que nous soyons la région de France la plus décentralisée, je vous le dis honnêtement, les transferts financiers ne sont pas à hauteur des compétences transférées. Et lorsqu'on connaît les difficultés en bas du peuple corse, il ne sera pas question d'augmenter des impôts, parce que ce n'est pas possible, parce que les gens souffrent. Réfléchir à ces problèmes et à la co-officialité de la langue, ce n'est pas une feuille d'automne. Ça correspond au désir de bon nombre de Corses. Mesdames, Messieurs, d'un point de vue politique, il est nécessaire d'avoir présent à l'esprit ce qu'est réellement la situation sociale de la Corse. Statistiques officielles. Mesdames, Messieurs, nous sommes en tête pour le chômage de toute la vie. Mesdames, Messieurs, nous sommes champions de France des suicides. Nous sommes les derniers pour l'accueil de la petite enfance, dernier en France. Mesdames, Messieurs, nous sommes champions de France de la fréquentation de Restos du Cœur. Mesdames, Messieurs, nous sommes champions de France de la précarité ex aequo avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mesdames, Messieurs, nous sommes derniers en France, premiers en France, pardon, pour les inégalités sociales, ex aequo avec la région Île-de-France. Comment est-ce que l'INSEE critérise cet état de fait? Il part des revenus moyens des Corses les plus riches. Et il prend le revenu moyen des Corses les plus pauvres. Le différentiel est de 7,5%. Il est identique chez nous à celui de l'Île-de-France. Comme si chez nous il y avait Neuilly, les Champs-Élysées, le 16e et le 8e arrondissement. Et pourtant, c'est la triste réalité. Dans ces conditions-là, il me semble que le combat le plus juste qu'un parlementaire doit mener au plan national avec d'autres, c'est d'essayer de créer les conditions pour combattre la misère, parce que la misère au soleil, c'est toujours la misère.
C'est ça, me semble-t-il, l'axe essentiel des candidats que nous sommes. Il ne faut pas emprunter des boulevards périphériques pour éviter de poser les problèmes dans l'axe central, et ce sont ceux-là qui sont les plus importants. Si vous votez pour nous, c'est dans cette direction qu'il faut penser et qu'il faut réagir. J'en veux pour preuve, et Dieu sait si ça m'a fait mal, ce que j'ai vécu il y a quelque temps au sortir d'une réunion dans la cité des Cannes, où il y a une personne âgée, je dis âgée parce qu'elle était plus âgée que moi, qui m'a dit à la sortie, Monsieur le Président, avez-vous 2 minutes? Je dis, bien sûr. Est-ce que nous pouvons faire 50 mètres? Oui. Et la rue débouchait sur la rue du docteur Del Pellegrini. Il m'a dit, j'habite ici. J'ai bien vu qu'il n'avait pas l'accent de chez nous. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes un ch'ti? Le ch'ti, c'est les 2B. Oui, je suis d'autre. Oui, j'habite ici, je m'embête un peu. Monsieur le Président, tous les soirs, entre 7h30 et 8h ici, il y a des gens qui viennent ici pour faire les poubelles pour manger. Mesdames, Messieurs, c'est la réalité de l'accord. Elle commence à poindre de cette manière-là. Et il y a des quartiers d'Ajaccio, au parc Berthaud en particulier, où ce qu'elle a de fait se recommence. C'est ça la trajectoire des hommes de gauche et d'une gauche qui se veut agressive, pas peur des mots, agressive, pour aller leur chercher de l'argent et essayer de le distribuer. Je vais en terminer sur une note, je suis bien sûr trop papa, qui serait un peu plus poétique. Lorsque, pour l'avoir bien écouté, François Hollande a commencé son discours au Bourget, il a cité Baudelaire. Les anciens élèves du lycée Clemenceau ici, nous apprenons Baudelaire en 4e et en 3e. Avec le recul du temps, je ne pense pas que ce soit le bon moment, en 4e et en 3e, d'apprendre Baudelaire. Il est préférable peut-être de l'apprendre en 1e ou en terminale. Il y a beaucoup de choses bloquantes. Et bon nombre de gens pensent que Baudelaire n'a écrit que des poèmes, c'est communément dit. Ce qui est faux parce que Baudelaire a fait aussi de la prose. Et il a écrit une phrase qui nous tient à cœur et que nous partageons pour une simple raison que nous pensons fondamentalement que le poète a toujours raison. Il a toujours dit, et Baudelaire dit, si nous avons réussi à renverser le trône, c'est ce que nous avons fait durant 15 jours, ce n'est pas pour assister impuissants à la dictature des marchés. Ah, nous sommes tous baudelairiens pour que les choses changent. Et pour paraphraser Victor Hugo, je dirais, Hugo disait, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Eh bien, nous sommes, à Sartène et en Corse, quelques-uns à être de cela. Voilà, je vous remercie. Alors, comme vous voulez, voilà. Bon, écoutez, je ne suis pas ce soir cet homme qui est la voix des sans-voix. Je ne représente personne ici, sinon un citoyen conscient. Mais je ne suis donc que le représentant, que le non-représentant de la voix des voix qui s'éteignent. Mais j'ai quelques observations à faire, et après le discours extraordinaire, très argumenté de Dominique Bocchini, je n'ai rien à ajouter, sinon à le féliciter. Il m'est arrivé il y a 60 ans de l'applaudir sur les stades. C'était un sportif, un footballeur de rêve. Je m'excuse Dominique, j'ai des souvenirs, des souvenirs extraordinaires. Eh bien, ce soir, j'ai retrouvé le conférencier, l'orateur aux accents jaurétiens, et je suis heureux qu'il ait vraiment dit tout cela avec une classe extrêmement silencieuse. Et pourquoi cette classe a-t-elle été si silencieuse? Eh bien, c'est parce que La Fontaine a débité une eau extrêmement cristalline. Nous en sommes conscients. Eh bien,
Donc, bon discours pédagogique, argumenté, aux accents jaurétiens. Il a parlé aussi des feuilles mortes. Et ça me rappelle un petit peu les poètes. C'est vrai que ces gens-là ne se souviennent pas que la sève des printemps surgit des feuilles mortes. Eh bien, sans doute, il faudra qu'ils révisent leurs histoires théoriques, quoi. Eh bien, je voudrais aussi, justement, avec votre permission, eh bien, citer Saint-Exupéry, sans aucun effet de pédantisme. Vous savez ce qu'il disait? Entre le passé, où sont les souvenirs, et l'avenir, où sont les espérances, il y a le présent où est notre devoir. Eh bien, ce soir, ce présent doit avoir une dimension plus importante, parce que les citoyens que vous êtes, eh bien, vous allez trouver le voisin, la famille, les passants, et aller au porte-à-porte, et demander à ce que le candidat Dominique Boukine, avec sa suppléante, eh bien, soit publicité. Parce que voilà des dizaines d'années, des décades, où il représente une gauche authentique, une gauche de révoltés, une gauche qui mérite beaucoup de considération. Et je voudrais... Non, Dominique, ce ne sont pas des compliments qui sont surfaits. Je pense intensément, pour t'avoir côtoyé durant des décennies, eh bien, que tu es infidèle. Et là aussi, je me rappelle encore les paroles de l'écrivain qui pourrait vraiment me donner raison. Être blanc aujourd'hui, noir demain, ma foi non. Je veux, quand on m'a lu, qu'on puisse me relire. Si de nom par hasard s'embrouillait sur ma lyre, ce ne serait jamais tout dit non. Eh bien voilà ce que tu peux représenter. Je demande donc, eh bien, avec Balzac cette fois-ci. Eh bien, Balzac disait, choisir, c'est l'éclair de l'intelligence. Eh bien, demain vous allez choisir, demain nous allons choisir. Cette intelligence, vous l'avez en vous. Eh bien, ajoutez-y l'action, et demain, il y aura le triomphe. Et je pense que nous pourrons porter Dominique Boukine et tous ceux qui pensent comme lui, eh bien, au plus haut de notre considération. Voilà. Bien, ben on vous remercie. Si on nous a convaincus un petit peu, absolument, sur un certain nombre de choses, et en particulier de dossiers qui est à l'Assemblée de Corse, honnêtement, n'hésitez pas à en parler avec vos amis ou en famille, ou même téléphoner, pour établir certaines vérités et parler sincèrement un langage citoyen à des gens de chez nous qui en ont besoin au même titre que nous. Voilà, on vous remercie.